Bonjour à toutes et à tous. Donc on m'a dit que voilà, c'était apprécié si on faisait la présentation en français. Donc on va le faire. Ceci dit, vous avez des questions à poser, vous pouvez les poser dans n'importe quelle langue. On y répondra pour autant qu'on comprenne la langue dans laquelle vous nous adressez la parole. Donc mon nom est Dion Kimbangers et je suis le point de contact national en région de Bruxelles-Capitale pour le programme Horizon Europe. Et voilà, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Et de répondre aussi à l'invitation de l'ambassade de France et de Nathanaël Ackerman. Donc c'est toujours un plaisir de contribuer à la semaine de l'intelligence artificielle. Je suis ici avec deux collègues points de contact. Ma collègue directe Marion Perrin, qui est le point de contact digital, industrie, espace dans ce même programme européen Horizon Europe. Et puis Pascal, qui est point de contact, Pascal Messiani, qui est point de contact en France pour l'ERC. Donc on va vous essayer de brosser en peu de temps finalement ce programme qui est très ambitieux. Donc il s'agit d'un programme cadre, c'est le 9e programme cadre européen pour la recherche et l'innovation. Il s'appelle Horizon Europe. Pour une Europe verte, saine, digitale et inclusive. Alors, il couvre la période 2021-2027. Donc, il a été lancé l'année dernière avec un peu de retard, mais il fait suite au 8e programme cadre, en toute logique, qui portait le nom de Horizon 2020 et dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Je vais passer celui-là. Voilà, donc Horizon Europe, son budget 95 milliards et demi d'euros. Donc c'est ce qui en fait finalement le plus grand programme de recherche et d'innovation au monde, en tout cas le plus doté. Et donc vous voyez ici la structure générale du programme qui repose sur 3 piliers. Donc l'excellence scientifique, les enjeux mondiaux et la compétitivité industrielle de l'Union européenne, ainsi que Innovative Europe. Et pour replacer la présentation précédente que nous venons d'avoir, donc l'IIC se trouve dans le troisième pilier du programme, donc vraiment pour favoriser toutes les formes d'innovation. Voilà, avec l'IIC, avec aussi la volonté de favoriser, de renforcer finalement le paysage européen des écosystèmes de l'innovation, et puis l'Institut européen pour l'innovation et la technologie. Donc pour ma part, puisque nous avons la chance d'avoir Pascal avec nous qui va se concentrer sur le premier pilier, je vais moi me concentrer donc sur le second, avec Marion qui fera un focus sur la partie digital, industrie, espace, puisque si vous êtes ici, c'est probablement parce que vous êtes intéressé par les opportunités de financement de ce programme. Donc on voit que cette structure, en tout cas, reflète très bien l'ambition de l'Union européenne, de faire progresser l'excellence scientifique avec les 3 instruments du premier pilier, mais aussi de s'attaquer aux enjeux mondiaux, y compris les objectifs de développement durable pour 2030, et de même qu'à renforcer la capacité technologique et industrielle de l'Union. Il y a aussi cette activité horizontale, transversale, qui vise à renforcer aussi les impacts de l'espace européen de la recherche, de même que son attractivité. Donc pour favoriser la circulation des connaissances, mais aussi des chercheurs, des chercheuses, et de promouvoir aussi les valeurs européennes en matière d'égalité des genres, d'éthique, d'intégrité de la recherche. Donc voilà un peu la structure du problème. Alors dans le deuxième pilier, donc vous voyez 6 clusters en fait qui couvrent un peu tout le spectre des enjeux mondiaux tels qu'ils ont été définis par la Commission européenne. Donc je ne sais pas si vous pouvez lire d'où vous êtes, mais en tout cas voilà, je vais les passer en revue. Donc le premier cluster, c'est consacré à la santé. Deuxième, culture, créativité et société inclusive. Le troisième, sécurité civile pour la société. Le quatrième que Marion va présenter, le digital, industrie, espace. Le 5e, climat, énergie, mobilité. Et le 6e, alimentation, bioéconomie, ressources naturelles, agriculture et environnement. Et puis dans ce deuxième pilier, on retrouve aussi les activités du Joint Research Center. Donc un programme cadre, en fait, ça regroupe différents instruments, différents programmes de travail
Donc, vous venez d'entendre les programmes de travail de l'IAIC pour les années 2021-2022, qui sont finalement établis en suivant un plan stratégique. Donc, le premier plan stratégique pour le programme, il couvre les 4 premières années du programme de 2021 à 2024. Et donc, vraiment pour coller aux grandes priorités de l'Union européenne, que sont la relance, les transitions vertes et numériques, et puis les enjeux sociétaux, donc y compris les objectifs de développement durable pour 2030. C'est donc à travers finalement les programmes de travail que vous allez trouver les opportunités, puisque régulièrement des appels à projets sont lancés dans les différentes parties du programme, avec différents instruments pour chacun d'eux, différentes dates d'ouverture et de fermeture de ces appels à propositions. Voilà, donc c'est vraiment une mine d'opportunités dans les différents, chaque fois parties de la structure du programme qui vont être lancées tout au long de ces 7 prochaines années. Donc voilà pour le programme. Alors voilà, comme dans tout programme, il y a des règles du jeu. Donc qui peut participer En fait, tout le monde peut participer. Hein. C'est toute entité légale. Voilà, enfin légal, oui, c'est ça, établi juridiquement, donc peut participer au programme. Alors, dans la plupart des appels à projets du 2e pilier, qui visent à encourager justement une approche systémique, une collaboration internationale, interdisciplinaire, transdisciplinaire, transsectorielle, on va trouver des actions de recherche et d'innovation dans des projets collaboratifs. Ça veut dire que les propositions doivent être soumises en consortium d'au moins 3 partenaires de 3 pays différents. Et dans le groupe de 3, au moins un des partenaires doit être établi dans un État membre ou un pays associé. Donc il y a une liste de pays associés. Il y en a pour le moment 10 qui le sont formellement, 6 qui sont en voie de l'être. Donc voilà pour le moment. Et puis d'autres pays pourraient s'associer aussi dans les années futures. Voilà, c'est des processus qui prennent un peu de temps. Et ceci dit, au-delà des États membres et des pays associés, en fait, n'importe quel pays du monde, pour autant qu'il ne soit pas sous sanction européenne, peut participer au programme. Voilà. Donc, en fonction du type d'action, donc là, oui, RIA, c'est un peu le jargon du programme RIA-IA, donc c'est action de recherche et d'innovation. IA, c'est oui, c'est ça, action d'innovation, et les CSA, c'est les Coordination and Support Action. Donc là où il y a pas d'activité de recherche, mais plus de coordination, comme le nom l'indique bien. Donc ça, ce sont les règles de participation. Donc on voit qu'il y a une ouverture, en tout cas, sur le monde. Mais alors, par contre, pour l'éligibilité au financement, là, il y a des règles plus strictes. Donc, d'office, les États membres, enfin les organisations qui sont issues d'États membres ou de pays associés sont éligibles au financement. Lorsqu'on n'est pas un pays de l'Union, en fait, c'est seulement si on est pays voilà, à faible ou moyen revenu qu'on peut prétendre au financement de l'Union. Donc les BRICS sont exclus du financement, par exemple. Et puis il y a des cas spécifiques. Il se peut que quand même des organisations des États-Unis, du Canada, de Corée, du Japon puissent quand même bénéficier de fonds si c'est voilà, indiqué dans le programme de travail, parce que la Commission estime qu'il faut une expertise de ces pays spécifiques pour rencontrer l'objectif qui est déterminé dans l'appel. Donc voilà, des règles. Voilà, où l'intention en tout cas elle est claire, et puis pour les détails en tout cas, c'est là que c'est toujours bien de faire appel à des points de contact pour avoir plus d'informations pour les décrypter, pour les comprendre. Donc ici, ce sont les différents types d'activités qui sont éligibles pour le financement. Donc à savoir que Horizon Europe peut être un programme qui finance uniquement les applications civiles, et que aussi certains champs de recherche sont exclus lorsqu'il s'agit comment dire, la recherche sur le génome, les cellules souches, la recherche embryonnaire. Voilà, il y a des considérations éthiques qui sont transversales à tout le programme. Donc voilà, c'est un champ limité de recherche qui est exclu du programme. Et voilà, sécurité civile uniquement. Donc là, vous avez la définition des actions. Dans le pilier 2, c'est surtout des actions de recherche et d'innovation, ou des actions d'innovation qu'on va retrouver, des actions de coordination et de soutien également.
Voilà, action de déploiement du marché, ben là c'est clairement le pilier 3 avec dans le domaine de l'innovation. Training and Mobility Actions, là on va les retrouver dans le premier pilier. Voilà, c'est les principales. Et puis on a parlé aussi de tout l'enjeu des marchés publics, pour des solutions innovantes ou marchés publics pré-commerciaux. Donc on retrouve aussi ce type d'action dans le deuxième pilier du programme. Alors au niveau du taux de financement, donc on peut voir que la plupart des actions sont financées à 100%, donc ce qui en fait un programme très attractif et du coup très compétitif. Voilà. Donc 70% dans certains cas, donc les actions d'innovation pure, on va dire. Et puis il y a une différence qui est faite aussi selon qu'on est une organisation avec ou sans but lucratif, notamment quand il s'agit des Innovation and Markets Deployment Actions. Voilà. Et puis de nouveau, en fonction du programme de travail, on peut avoir aussi des conditions spécifiques. Voilà. Celui-là, je ne comptais pas vous le monter, mais en tout cas, c'est intéressant de voir les liens. Donc, on parle d'un programme qui stimule la collaboration internationale. Ici, c'est Bruxelles et tous les liens qui ont été développés au cours du programme cadre précédent Horizon 2020. Voilà. Et pour donner l'ampleur finalement des montants qui ont pu être décrochés par une petite région comme Bruxelles, c'est en fait plus d'1 milliard d'euros qui a pu être décroché en 7 ans dans cet environnement très compétitif où finalement le taux général de succès c'est 12%, donc c'est pas énorme. À Bruxelles, il est de 21%, mais voilà, c'est un jeu qui en vaut la chandelle. C'est clair, on ne réussit pas toujours du premier coup, mais c'est aussi pour ça que les points de contact ont été mis en place et soutenus en fait, par la Commission européenne, donc qui vise à former aussi les points de contact et vraiment de manière à ce qu'ils puissent diffuser au mieux l'information pour stimuler pour des projets de qualité finalement, puisque tous les projets en fait une fois qu'ils sont soumis, sont évalués par des experts indépendants. C'est un processus qui prend 5 mois et tous les projets sont évalués selon des critères d'impact, d'excellence et puis de qualité de la mise en œuvre. Mais l'impact et l'excellence, en tout cas, sont les critères les plus prépondérants dans cette évaluation. Donc il faut vraiment être les meilleurs des meilleurs. Donc ici, j'ai voulu donner quelques exemples de projets dédiés à l'intelligence artificielle sous Horizon 2020. Ce n'est qu'un petit échantillon. Si vous allez sur le site de Cordis, qui est la banque de données européenne qui reprend justement les données des projets précédents, et vous pouvez remonter jusqu'au 7e programme cadre, et que vous regardez dans le moteur de recherche intelligence artificielle, vous pouvez trouver toute une série de projets. Donc là, j'en ai mis quelques-uns où, d'après le titre, en tout cas, vous pouvez voir la diversité. Alors, il y avait ici, dans la semaine, un focus sur les applications santé de l'intelligence artificielle. Donc, on voit ici très clairement qu'il y a eu beaucoup d'exemples, en tout cas, qui sont consacrés, de projets qui sont consacrés à la lutte contre le cancer et puis aussi contre le Covid, la télémédecine en général, et puis aussi dans le domaine de la sécurité, du climat, etc. Donc vous trouvez tous ces projets-là sur ce site de Cordis. Alors, point de contact. Donc moi ici je représente Bruxelles, mais il faut savoir qu'il y a des points de contact dans tous les pays du monde, pays États membres, pays associés, mais aussi les pays tiers. Donc, et tout ça, vous retrouvez sur le portail de la Commission européenne. Ici, à Bruxelles, on couvre quasi toutes les parties du pilier, sauf dans le premier pilier, l'ERC, les actions Marie Sklodowska-Curie. Donc, c'est très bien d'avoir avec nous aujourd'hui Pascal, qui va plus développer en détail le premier pilier. Mais donc, nous sommes une équipe à Bruxelles de 9 points de contact avec 12 fonctions finalement, différentes spécialités dans tous les clusters du deuxième pilier. Et puis, on a un NCP pour l'IIC. Donc, si la présentation d'avant vous a accroché et que vous avez des idées à soumettre dans le Pathfinder ou l'Accelerator ou le Transition, il y a une personne qui est dédiée
à Bruxelles et plusieurs dans le pays et dans les autres pays pour vous conseiller, pour faire en sorte que votre proposition, en tout cas, rencontre le mieux possible les critères de qualité. Voilà, alors on est là pour soutenir tout porteur de projet, en fait, et à Bruxelles, c'est vraiment toutes les catégories d'acteurs. Vous pouvez être un chercheur, une chercheuse dans une université, mais aussi dans un centre de recherche privé. Vous pouvez être une autorité publique locale, régionale. Vous pouvez être une école, une haute école. Vous pouvez être une entreprise, une grande entreprise, une start-up, une PME. On sert vraiment tout le monde dans toutes les parties du programme qui sont dans notre scope d'activité, depuis l'identification d'opportunités. Donc si vous vous faites connaître et que vous nous dites un petit peu votre centre d'intérêt, que vous arrivez à nous expliquer là où vous êtes innovant, là où vous avez un rôle à jouer, là où vous voudriez rentrer dans des partenariats, par exemple dans des consortia qui sont en construction, on est là pour vous aider dans le montage des propositions jusqu'à la soumission. Et puis, si vous avez ce bonheur d'être sélectionné au financement, on est encore là après, pendant l'exécution de votre projet, si vous avez besoin d'aide pour comprendre les règles de reporting, etc., puisqu'il y en a, évidemment. Et le cycle peut continuer jusqu'à l'exploitation des résultats de votre projet et l'émergence de nouvelles idées, où on peut aussi vous aider, vous réaccompagner dans un nouveau tour, un nouveau cycle d'accompagnement. Voilà, donc ça c'est l'équipe bruxelloise, et je suppose qu'il y a des Bruxellois, des Bruxelloises parmi vous. Donc vous pouvez voir que nous avons en fait différentes nominations dans les fonctions du deuxième pilier, mais du troisième pilier aussi pour les infrastructures de recherche. Voilà, et en Belgique, en fait, il y a 5 systèmes NCP, et ça c'est dû à la répartition des compétences entre les différentes entités fédérées. Donc j'ai indiqué ici, pour ceux qui ne sont pas de Bruxelles, qui sont les points de contact, en tout cas les coordinateurs et l'NCP digital. Je pense qu'il y a parmi nous Marie Timmerman, qui est le NCP Digital Europe Programme en Wallonie, par exemple. Et en France, vous avez ici les points de contact aussi pour le numérique, avec 4 personnes, voilà, et aussi une adresse générale pour les PCN français. Voilà, alors ici j'ai mis quelques liens utiles. Si vous souhaitez soumettre des propositions, ou regardez quel type finalement de sujet d'appel vous allez pouvoir trouver, qui vont s'ouvrir prochainement, ou même ceux qui sont déjà fermés. Vous allez sur le portail. Et puis, il y a différentes bases de données aussi où vous pouvez retrouver des anciens projets, si vous voulez des idées de ce qui a été déjà produit dans votre domaine d'intérêt. Eh bien, je pense que je vais passer la parole à Marion pour rentrer plus en détail. Merci. Montre-moi juste comment ça marche. Ok, merci. Ouais. Bonjour à tous. Donc, je suis Marion Perrin, je suis le point de contact pour la région Bruxelles-Capitale pour le cluster 4, donc qui couvre le digital, l'industrie et l'espace. Donc, je vais vous présenter plus concrètement, en fait, les appels à projets qui sont dans le cadre du programme Horizon Europe, dans ce cluster 4, et qui couvrent l'intelligence artificielle, vu que c'est le sujet de la semaine. Donc, juste pour vous expliquer un peu en quelques mots ce qu'est le cluster 4, donc voilà, c'est la partie du programme qui vise à assurer donc la compétitivité industrielle de l'Europe en renforçant la souveraineté technologique du continent européen, ainsi que les capacités scientifiques, technologiques et industrielles dans des domaines clés sur lesquels repose la transformation de notre économie, de nos postes de travail, de notre société. Et donc le cluster 4, comme tous les autres clusters, est divisé en 6 destinations. Enfin, c'est des domaines d'intervention en fait. Et dans le work programme, ça s'appelle les destinations. Donc vous les voyez listés à l'écran et je vais les passer une par une. Alors la destination 1, donc le Climate Neutral Circular and Digitized Production. Donc vous voyez à l'écran c'est un résumé de ce qu'est cette destination-là, de quels sont ses objectifs. Et donc en dessous vous avez un exemple de topic, donc d'appel à projet pour 2022.
Donc comme vous pouvez voir, la deadline est très proche, donc c'est dans quelques semaines. Donc en fait, il n'y a pas de possibilité maintenant de candidater pour ce call, mais c'est pour vous donner une indication de ce que vous pouvez trouver en fait dans ce cluster et dans ces destinations-là. Donc voilà, le titre est important. Donc ICT Innovation for Manufacturing Sustainability in SMEs. Et voilà, une phrase pour vous résumer un peu de quoi il s'agit, en sachant que si vous êtes intéressé par n'importe quel topic, appel à proposition, vous allez sur le site internet et vous allez tout. Enfin, c'est très très détaillé en fait. Ça, c'est vraiment juste une petite phrase d'accroche, mais c'est beaucoup plus long. Vous avez plus d'informations. Et bien sûr, vous pouvez nous contacter, nous en tant qu'NCP, pour vous guider. Donc la deuxième destination, donc Increased Autonomy in Key Strategic Value Chains for Resilient Industry. Donc encore une fois, j'ai mis une phrase pour vous expliquer un peu les objectifs de la destination et un exemple de topic pour 2022, avec la deadline pareil très proche, donc c'est un titre indicatif. Le titre Optimized Industrial Systems and Lines through Digitalization, avec une petite phrase d'explication. Voilà, aussi, ce que j'ai oublié de mentionner, c'est que tout le programme Horizon Europe est divisé par Work Programme qui dure sur des périodes de 2 ans. Donc en fait, là, pour le moment, on travaille sur le Work Programme 2021-2022 et le prochain pour 2023-2024 est en train d'être travaillé par la Commission et validé. Donc pour l'instant, on n'a pas de visibilité sur les prochains calls pour les années prochaines, en fait. Donc c'est pour ça que je vous présente juste ce qui se passe en ce moment, en 2022, mais en sachant que il y aura plus d'informations très bientôt sur les années à venir. Donc la troisième destination, World Leading Data and Computing Technologies. Donc voilà, une petite phrase pour vous expliquer de quoi il s'agit. Et un exemple de topic pour maintenant, la deadline très bientôt. Et il y en a 2 en fait, avec la deadline le 5 avril. Donc le premier, c'est pour des projets Cloud to Edge. Et la deuxième, voilà, c'est comme vous pouvez voir sur le data trading, voilà, monetizing, exchange, interoperability. Alors cette quatrième destination, c'est la plus grosse destination du cluster. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de topics. Donc là, je vous en ai donné un. Pareil, pour 2022, en fait, il y aura plus d'appels à projets en AI. Donc juste le prochain, le 5 avril. Donc sur AI, Data and Robotics for Industry Optimization. Ensuite, la 5e destination qui est sur les data dans l'espace, en fait, qui est une grosse destination aussi. Et là, il y aura un topic qui n'est pas encore ouvert, qui sera ouvert dans les prochains mois, avec une deadline attendue en automne. Donc là, vous avez toujours le temps, si ça vous intéresse, de vous renseigner. Voilà, Large Scale Copernicus Data Uptake with AI and HPC, donc High Performance Computing. Voilà, donc c'est un projet en lien avec Copernicus. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez me contacter. Et la dernière destination, Human Centered and Ethical Development of Digital and Industrial Technologies. Donc là, il y aura 2 topics. Donc un premier que je vous ai mis ici, deadline le 16 novembre. Donc pareil, il reste du temps. C'est pour développer des réseaux d'excellence dans l'intelligence artificielle. Voilà. Et un second que j'ai un peu plus mis en avant parce qu'il est assez intéressant. Donc c'est AI for Human Empowerment. Donc c'est dans le cadre du partnership AI, Data and Robotics de la Commission européenne. Donc c'est un Research and Innovation Action, comme Gian l'a présenté tout à l'heure, avec une deadline qui vous laisse du temps parce que c'est en novembre. Et un budget, il y aura 3 projets financés, je crois, et 3 projets financés de 4 millions chacun. Voilà. Et vous avez à l'écran un peu quelques explications, et sachant que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tout ça c'est vraiment à titre indicatif parce que sur Internet vous trouverez beaucoup plus d'informations. Voilà. Donc ça c'est pour vous donner vraiment une petite idée de ce que vous trouvez dans le cluster 4 pour 2022, en sachant que voilà, il y aura beaucoup plus d'autres opportunités pour 2023 qui seront bientôt connues. Voilà. Maintenant, je vais faire un petit tour d'horizon de ce qui se passe dans les autres clusters en termes d'appel à projet pour l'intelligence artificielle, toujours. Donc voilà, les clusters santé, culture, civil security, climat et tout ce qui est bioéconomie. Voilà. Alors, on commence par le cluster 3 parce que c'est celui qui est le plus pertinent en termes d'intelligence artificielle. Il y a plus d'opportunités.
Donc vous voyez les objectifs du cluster, les destinations, en sachant que tous les appels à projets dans l'intelligence artificielle se sont regroupés principalement dans la destination numéro 1 et la 4 aussi. Donc Better Protect the EU and its citizens against crime and terrorism et Increase Cyber Security. Donc je vais vous montrer un exemple de topic avec une deadline au 23 novembre. Donc il vous reste du temps, c'est une Innovation Action. Il y aura 2 projets financés de 5 millions du coup, parce que l'enveloppe totale est de 10 millions. Et c'est Improve Disaster Risk Pricing Assessment. Donc vous avez pareil quelques phrases pour vous expliquer de quoi il s'agit. Voilà. Ensuite, le cluster santé. Là, pour 2022, il y aura juste cet appel-là qui clôture bientôt, le 21 avril. Voilà, comme vous pouvez voir sur la Cyber Security pour les Medical Devices. Cluster 2, sur la Culture, Creativity and Inclusive Society. Deadline 20 avril, donc très bientôt, sur un sujet très intéressant, donc Artificial Intelligence, Big Data and Democracy. Mais bon, il y aura plus de choses encore à venir dans ce genre-là. Cluster 5, là, j'ai 3 calls à vous présenter. Celui-là, la deadline est très proche. Voilà, mais j'en ai 2 autres. Oui, un pour le 27 octobre, donc sur les énergies renouvelables. 9 millions pour 3 projets, donc 3 millions par projet. Recherche and Innovation Action. Voilà. Et le dernier, alors celui-là, c'est très surprenant, mais c'est un des seuls calls où on a une deadline en 2023. Normalement, c'est pas aussi poussé. Mais voilà, donc là, ça vous laisse le temps de vous préparer. C'est sur les... Oui, voilà. Development of Digital Solutions for Existing Hydropower Operation and Maintenance. Et donc, c'était projet entre 3 millions et 4 millions et demi. Et voilà, encore une fois, vous avez une petite explication. Et le dernier cluster... celui-là, il n'y avait pas grand-chose cette année en intelligence artificielle. Il y a juste ce call qui est passé, mais donc il y aura d'autres choses bientôt. Qui était, voilà, sur, comme vous pouvez voir, Observing and Mapping Biodiversity in Ecosystems, surtout écosystèmes marins, en fait, et costauds. Voilà. C'était un peu le tour d'horizon. Je vais m'arrêter là, mais parce que j'ai pas beaucoup de temps, mais sinon, je voulais juste vous préciser que je suis aussi point de contact pour le Digital Europe Programme, qui est un nouveau programme de financement de la Commission européenne pour financer la transition numérique digitale. Et voilà, donc si vous avez des questions à ce sujet-là, vous pouvez me contacter aussi. Voilà. Et je laisse la parole à Pascal. Je ne sais pas combien de temps il me reste. Le bouton, c'est lequel? C'est celui-là. Ok, donc on fait le tout en marche arrière, là, puisqu'on va remonter vers le pilier 1, qui est donc le pilier excellence scientifique et qui est beaucoup plus vers la science fondamentale. Donc pour moi, c'est un plaisir d'être ici dans le cadre notamment de la PFUE, de représenter... Enfin, il y a beaucoup de Français, je crois, dans la salle, mais bon, j'en suis une et je travaille donc en France. Et donc, moi, je vais vous parler assez brièvement là, du pilier 1, donc sans être moi-même du tout intelligence artificielle. Je suis chimiste, mais je comprends... J'ai été intéressée ce matin par tout. Enfin, j'ai découvert vraiment des choses. Donc, j'étais ravie. Donc, sur ce transparent, là, je resituais simplement ce qui vous a été dit tout à l'heure sur la structure en 3 piliers. Et j'ai simplement indiqué ici les budgets. Donc, le pilier 1, lui, bénéficie de 25 milliards d'euros pour les 7 ans. Donc, ça représente 26% à peu près du budget du programme cadre. Donc, ça veut quand même dire que la science... donc appelée excellente, mais qui regroupe une partie quand même de sciences assez fondamentales, bénéficie d'argent. Donc il n'y en a toujours pas assez, mais il y en a malgré tout. Et donc je vais simplement toucher un tout petit mot des infrastructures qui sont dans ce pilier-là. Et il y a les deux gros blocs qui sont Marie Curie et l'ERC. Donc j'ai essayé de répartir ici, de montrer... alors les infrastructures sont un petit peu en marge, parce que les infrastructures, ce sont donc des communautés thématiques
ou technologiques qui en général déposent des projets sous la forme de gros réseaux pour développer des infrastructures qui peuvent être des infrastructures digitales. Hein. Il y a tout un tas de réseaux en numérique. Alors c'est ce qui est indiqué là sur le transparent, c'est pour développer ces infrastructures. Alors ça a beaucoup été fait sous Horizon 2020. Et maintenant, sous Horizon Europe, il y a vraiment un axe pour asseoir vraiment le potentiel d'innovation et accompagner la politique européenne. Donc j'aurai un transparent là-dessus. Pour remonter sinon côté Marie Curie, alors Marie Curie, j'aurais tendance à dire, c'est presque les plus jeunes, en fait, c'est la formation des jeunes chercheurs, c'est vraiment ça l'enjeu. C'est donc l'acquisition de connaissances et de compétences, c'est faciliter la mobilité au travers de l'Europe, mais aussi plus loin, avec des possibilités pour des jeunes de partir à l'étranger, se former, et c'est rapprocher la recherche du grand public et favoriser les coopérations internationales. L'ERC, ça s'adresse à des chercheurs un petit peu plus avancés. Enfin, certains peuvent être très jeunes et moi, je vais peut-être insister un peu après de commencer tôt à candidater à ce type de bourse. Il ne faut pas hésiter à y aller. Et là, pour le coup, on n'est plus dans la formation, mais on est vraiment dans des projets de recherche en rupture qui sont articulés autour d'un porteur avec comme critère l'excellence scientifique. Alors, je dirai un petit peu plus tard à quoi ça correspond. Et un point important, c'est que c'est vraiment ouvert à toutes les disciplines. On a vu juste avant les clusters qui étaient thématiques. Là, c'est vraiment, enfin, toute idée, toute thématique est bonne, toute discipline est bonne, que vous soyez en sciences de la vie, en maths pur et dur ou en SHS, tout est ouvert. Donc je commence par ce sur quoi je vais passer très peu de temps, c'est les infrastructures de recherche. Très souvent, c'est des communautés organisées autour de grands équipements, qui peuvent être des équipements purs et durs ou comme je le disais tout à l'heure, du numérique. Ça peut être des ressources cognitives autour de bibliothèques, autour de collections, ou des infrastructures virtuelles, comme je le disais juste avant. Et sous Horizon Europe, ça va être articulé, enfin, des gros focus vont être mis sur les objectifs, les grands enjeux de Horizon Europe, enfin, qui ont été identifiés par la Commission, qui sont le Green Deal, une Europe adaptée à l'ère numérique. Donc là, j'imagine, alors moi je ne suis pas très compétente en infrastructure, mais je vous ai mis ici le contact de la collègue qui est PCN Infrastructure en France, ou sinon vous avez tout le potentiel côté bruxellois aussi. Et puis une Europe tournée vers les citoyens. Quelques mots sur les Marie Curie. Donc, comme je le disais tout à l'heure, les actions Marie Curie sont vraiment orientées, visent en très grande partie les jeunes pour de la formation. Donc, beaucoup passent par les universités notamment. Et il y a plusieurs types de bourses dont vous avez le listing ici. Donc, il y a ce qu'on appelle les Doctoral Networks, c'est les anciens ITN, si certains d'entre vous connaissez. C'est donc des réseaux de formation doctorale qui regroupent un certain nombre de partenaires et qui proposent sur 4 ans justement des réseaux collaboratifs autour de thématiques données pour accueillir des doctorants. Il y a des bourses individuelles qui peuvent être soit ce qu'on appelle les European Fellowships, qui ont donc comme enjeu de rester à l'intérieur de l'Europe, ou les Global Fellowships, qui permettent aussi à des jeunes de partir à l'extérieur. Il y a les Staff Exchange, qui sont des échanges entre personnels, donc entre permanents d'entités, d'organismes, d'universités européennes. Et il y a le CoFund qui permet à certains partenaires de mettre de l'argent et de recevoir de l'argent de l'Europe pour organiser aussi des formations doctorales. Et il y a des actions un petit peu plus ponctuelles qui sont les actions vers le grand public. Et il y a notamment les nuits des chercheurs qui sont organisées tous les ans et financées par l'Europe. Alors, un point important, c'est que c'est ouvert. Alors, je parlais tout à l'heure de recherche à visée, souvent assez fondamentale, mais pas que, puisqu'il y a une grande ouverture aussi vers les entreprises et vers le monde industriel pour créer des partenariats, justement, entre le monde académique et le monde industriel. Donc, ça, c'est un point très, très important.
Ici, écoutez, vous l'aurez... alors, je suis désolée, parce qu'en passant de Mac à PC, il y a eu quelques petits soucis. Mais bon, vous aurez... ça, c'est ma collègue, donc, qui est coordinatrice du point de contact Marie Curie en France. Vous avez son nom en bas. Et là, vous avez un ensemble de détails. Vous les aurez dans les transparences si vous êtes intéressé par des détails là-dessus. Alors, quelques exemples, là. Donc, ça, c'était des projets qui ont été lauréats en 2019, enfin, les 2 premiers. Donc, c'est un exemple. Le premier, c'est un programme, un projet CoFund. Donc, là, en l'occurrence, c'est PSL à Paris, donc l'ENS, enfin, l'université PSL, qui a passé un contrat du coup avec la commission. Donc PSL met de l'argent, reçoit de l'argent de la commission pour un cofinancement de 26 contrats doctoraux pendant un certain temps autour de questions liées à l'intelligence artificielle. Le deuxième exemple, là, c'est un réseau de formation doctorale donc, qui met en jeu un consortium d'un ensemble de pays, vous voyez, et souvent ce sont des consortiums de taille assez importante, pour coacher, pour trainer, je ne trouve plus le mot en français, pour former des jeunes doctorants sur des problématiques d'intelligence artificielle. Et j'ai mis le dernier point, c'est en fait un rapport là, que j'ai trouvé sur Internet qui a été une réflexion de fin 2019, je crois. Et donc, il y a un rapport qui a été élaboré en 2020 et j'ai vu qu'à la fin, il y avait il y avait toute une liste de projets sur lesquels ils s'étaient appuyés pour faire ce rapport. Donc, si vous êtes intéressés, vous pouvez aller voir et trouver tous ces exemples. Alors j'en viens aux appels ERC que je connais un petit peu mieux puisque ça c'est un peu mon fonds de commerce. Première chose, donc le ERC, ce que ça veut dire European Research Council, donc c'est une entité qui est un petit peu particulière dans le programme cadre et je pense que l'EIC prend un peu aussi ce chemin puisque c'est un conseil qui est relativement indépendant dans la gestion de son programme. C'est une structure qui avait été mise en place en 2007 par des scientifiques qui croyaient vraiment dans la science fondamentale et qui voulaient absolument conserver une place pour cette science dans le cadre de la recherche européenne. Et donc, ça a bien pris de l'ampleur puisque maintenant, c'est vraiment bien reconnu. Ils ont un programme de travail qui est annuel, donc ça c'est un petit peu distinct des exemples de tout à l'heure où les programmes de travail se font tous les 2 ans. Donc là, c'est un programme de travail qui est assez répétitif dans la mesure où finalement le RC maintenant est bien installé et les programmes de travail se répètent à quelques variations près d'une année sur l'autre. Donc on est actuellement dans le programme 2022 et on attend le programme 2023 qui devrait sortir bientôt. Pour tous ceux que ça intéresse, alors je vais vous donner quelques éléments, mais pour tous ceux que ça intéresse, j'insiste sur la qualité du site de l'ERC. Donc je vous ai mis ici le type de page d'accueil sur laquelle vous tombez et dans lequel, une fois que vous avez un tout petit peu navigué, vous comprenez bien où se trouvent les différentes informations que vous pouvez trouver. Et j'ai aussi indiqué en bas un lien vers des vidéos qui sont aussi très instructives pour des potentiels candidats. Donc, je vous invite vraiment, pour les gens qui sont intéressés, vraiment à les voir. Donc, alors ça, c'est un peu ma vision personnelle de l'ERC, mais je pense que pour tous les programmes de Horizon Europe, en fait, il est vraiment important de comprendre la philosophie du programme, donc d'aller voir les gens qui s'y connaissent avant de commencer à rédiger quoi que ce soit, parce que tout programme, en fait, a des critères spécifiques auxquels il faut répondre pour être complètement dans les clous. Et l'esprit de l'ERC, c'est quelque chose d'assez particulier. C'est vrai, alors ça tourne autour d'un porteur. Donc c'est un projet scientifique que l'on peut des fois qualifier d'individuel, mais bien sûr le porteur va articuler autour de lui, va construire une équipe. Donc il n'est pas tout seul, mais il est quand même la colonne vertébrale du projet. Et ce qui est très important de comprendre, c'est que, bien sûr, il faut que le porteur soit lui-même compétent. C'est un chercheur avec ce qu'il a appris, ce qu'il est capable de faire. Donc, il faut qu'il démontre son indépendance et sa capacité à porter un projet. Mais la clé du tout, c'est vraiment l'idée. C'est vraiment un projet qui doit être en rupture. Il faut avoir une idée géniale. Il faut avoir envie de résoudre une idée scientifique, de répondre à un verrou scientifique.
Donc c'est d'un projet qui soit en rupture. On dit aussi aux frontières de la connaissance, c'est-à-dire qu'il ne faut pas simplement continuer à faire ce qu'on est en train de faire pour essayer de voir et d'aller un petit peu plus loin. Il faut vraiment essayer de pousser à bout l'idée que l'on a en tête pour la voir dans sa globalité et vraiment mettre en œuvre l'ensemble de cette vision. Donc bon, c'est l'argent, enfin vous verrez après, l'argent qui est mis en jeu est quand même pas négligeable, donc effectivement ça doit répondre à ça. Et il y a aussi une notion qui est qui apparaît dans les programmes de travail et qui est très importante, c'est le high risk high gain. Si c'est un beau projet, c'est que vous envisagez des avancées importantes. Et si vous envisagez des avancées importantes, il y a forcément des risques à prendre. Donc, il faut pondérer ces risques-là, y réfléchir et vendre votre package, votre projet pour convaincre du fait que vous allez réussir à y arriver. Et la flèche du bas, en fait, c'est un chercheur, il a son parcours professionnel, il a sa carrière. L'ERC, c'est pas rester sur cette ligne-là, mais c'est vraiment à un moment donné avoir une idée et mettre en forme un projet pour, en 5 ans, répondre à cette idée. Donc, il y a 5 types de bourses, en fait. Donc, il y a... Alors, tout à l'heure, je vous ai dit que ces projets individuels, ce n'est pas toujours tout à fait vrai. La majorité, ce sont quand même les 3 bourses qui sont indiquées ici comme bourses individuelles. Donc, il y a les starting, les consolidators et les advanced, qui s'adressent à des catégories différentes. C'est-à-dire que les starting, ce sont des chercheurs qui sont entre 2 à 7 ans post-thèse, les consolidators entre 8 à 12, et les advanced, c'est des plus seniors en quelque sorte. Donc, ensuite, il y a les projets collaboratifs qui ont été mis en place, pas récemment, mais enfin si on peut dire relativement récemment, qui regroupent 4 chercheurs, 4 PI, 4 porteurs d'équipe pour des projets un petit peu plus ambitieux, enfin pour des projets plus ambitieux qui nécessitent effectivement ces regroupements. Et ensuite, il y a quelque chose qui a été évoqué tout à l'heure, enfin ça n'avait pas été évoqué en tant que tel, enfin avec le mot, mais c'est les proof of concept qui font la transition vers l'EIC. Et actuellement, il y a un grand travail entre l'ERC et l'EIC pour justement construire cette transition, pour couvrir ces échelles de TRL. Et l'ERC est très sensible, enfin est très vigilant sur la valorisation des résultats qui sortent de tous ces projets. Donc, quelques exemples. Alors bon, moi, je ne suis pas du tout intelligence artificielle, hein, donc je les ai pris dans le site de l'ERC. Alors, je les ai mis pourquoi ? C'est pour vous dire qu'il y a énormément d'exemples. En fait, il y a énormément de bourses ERC en cours financées sur des thématiques intelligence artificielle. Donc, vous avez des exemples qui sont mis en lumière dans ce qu'ils appellent les ERC Stories. Donc, vous pouvez aller naviguer sur le site. Là, je vous en ai mis quelques exemples. Alors, j'ai vu que le temps était très court, donc je vais peut-être avancer et vous laisser, vous irez regarder par vous-même par la suite. Donc voilà d'autres exemples. Je fais allusion aussi alors pour vous c'est à droite au site Cordis parce que vous pouvez aussi avoir sur le site de l'ERC, vous ne trouverez pas nécessairement tous les projets développés. Enfin vous aurez toute la liste des projets, mais pas tous avec forcément une histoire. Mais vous pouvez aussi les trouver sur le site Cordis. Et comme j'ai pas beaucoup de temps, je vais accélérer. Et sur ce site, vous avez aussi une database, il l'appelle le Data Hub, sur lequel, par mots-clés, vous pouvez trouver tout ce que vous voulez. Donc voilà, je vous en ai mis un exemple là aussi. Et là, vous voyez par exemple, j'ai pris de 2014 à 2020 avec intelligence artificielle et vous voyez la variété, enfin vous voyez les nombres là et les localisations de projets. Et à droite, pour moi, vous avez la liste que vous pouvez vous-même sortir. Donc voilà, ça regorge. Enfin, en intelligence artificielle, il y a énormément de choses actuellement. Il y a énormément de projets funded, quoi. 3 derniers transparents très rapides sur le réseau des PCN en France.
Donc il est organisé de manière un peu différente de celui de la Belgique. Les réseaux des PCN, en fait, il y en a dans tous les pays européens. On est aussi financé par l'Europe, mais aussi un peu d'argent pour soutenir ces réseaux on est censé après vous porter la bonne parole et vous aider pour remonter et répondre à toutes vos questions. Donc là, un point de contact national, vous avez la liste des types d'activités que l'on fait. Vous pouvez trouver pour les points de contact nationaux en France, donc là j'ai entouré en rouge ceux du pilier 1 et puis aussi Isabelle de Sutter pour le PCN numérique. Et tout ça, vous le trouvez sur notre site qui est commun à l'ensemble des points de contact nationaux en France. Donc là, voilà, vous avez j'ai mis des exemples de pages, mais c'est des bouts de pages parce que j'ai pas pu à l'écran mettre tout. Et voilà, et je termine.